some of the amendments at committee last night? Yes. Yeah, I think they were fine. I appreciate the committee's work. Had an opportunity to talk with some of the committee members about the changes, and I'm comfortable with it. And when do you expect the next phase of dental care to be actually rolled out and implemented? You're talking about children and people with the disability It's sometime credit? soon, but we can't get an answer from your office we're about working when. well, it's June. So we've always said it's going to be June, and it is going to be June. Exactly when in June? Right, like 1st or 30th. Well, that's what we're working on. Yeah, so it's so I don't have an exact date for you, other Mr. than it will be June. Can I just ask you on pharmacare how crucial it is that you get third reading passed for the House and sitting, and just how difficult is that going to be given it has to go through the Senate still? Well, it's absolutely critical to get out of the House. It's essential. If I'm negotiating with provinces, having the elected will of the House of Commons behind the bill is essential to have those conversations. And it's going to take some time to negotiate each of these respective agreements. And one of the things for me is to say, okay, we've established a baseline in terms of what we want to accomplish, but a number of different provinces are leaders. So I'm hopeful that we can actually demonstrate more action and show a variety of movement. So those conversations are going well, but they can't be really animated until we have the elected will of the House. In terms of the Senate, obviously they have their own process. I've been talking to many senators, asking them for an expeditious process. This has been something that we've talked about for a long time, and certainly now they're going to have quite a long time. They're going to have basically the month of June with the bill, so I'm hopeful that they'll be able to get it passed expeditiously. In terms of the drugs you're covering, you mentioned that it's flexible, so how and when will those drugs be determined? Well, I think when we talk about flexibility, again, here we're talking about diabetes drugs, we're talking about contraceptives, but we're also talking about, so we have a sort of a base formulary, and it was based off of, in negotiations, talking to different provinces and experts on what should be there. But as we're talking to provinces, we also have the devices and apparatuses for diabetes, and also what actions are being taken in sexual health or with respect to diabetes prevention generally. This is really a move about prevention and making sure that folks have the medicines they need to manage conditions and also to manage their health. So there's a lot of sort of conversations around that, and I'm hopeful that provinces will see this as an opportunity to take expanded action, and so we'll have conversations with each province about what the range of possibility is. Can I just ask you about Speaker Fergus and the Conservatives' latest attempt to try and oust him and prompt a Speaker's election? What do you make of that move, and do you think Fergus still can stay in that chair? Well, I think it's highly hypocritical. I mean, Andrew Scheer in the chair was the most partisan speaker I'd ever seen, and I never saw them complain a day. Speaker Fergus has made some errors as a human being. He's apologized for them, but I think he's a person who profoundly respects the chamber and the impartiality of this role, and he has my confidence. Avez-vous l'impression que les conservateurs vont lâcher le morceau? Et sinon, qu'est-ce que ça veut vouloir dire pour les projets de loi que vous essayez de faire passer? Pardon, répétez la question. D'abord, sur M. Fergus. Oui, ok, c'est la même question. Ouais. C'est pour moi, c'est vraiment une question de partisanerie. Et c'était clair avec Andrew Scheer, quand Andrew Scheer était l'ancien président de Chambre. Andrew Scheer était vraiment partisan. Et c'est clair avec M. Fergus que c'est quelqu'un qui a essayé chaque jour d'agir dans une façon indépendante, avec beaucoup de respect pour le champ. Et ça, c'est la raison pour laquelle je pense que Mr. Fergus peut continuer. Si ça continue, le débat en Chambre pendant longtemps, quel effet ça va avoir sur certains projets de loi que vous essayez de faire passer? Oui, c'est pour moi, c'est quand c'est tout le temps, j'ai des inquiétudes avec les présidents de Chambre. Et ça, c'est normal, parce que pour moi, je veux adopter un projet de loi aussi rapide que possible. Mais tout le temps, le président est responsable de gérer les règles de la Chambre des communes. Et pour moi, M. Fergus est vraiment raisonnable. Et oui, de temps en temps, il y a des inquiétudes, mais les inquiétudes sont raisonnables et ça vient des règles de la Chambre. Et ça c'est logique pour moi. Merci beaucoup. Merci. Concernant M. Fergus, avec toute la controverse qui se poursuit à la Chambre des communes, est-ce qu'il n'est pas le temps d'élire un groupe
Bien, un, c'est à la Chambre de communes d'élire son président. Deux, M. Fergus le dit très clairement, il a expliqué la situation. C'était la faute du Parti libéral qui avait mis dans une invitation qui avait été préparée des choses qui étaient inappropriées dans le contexte de l'événement. Et je pense que les choses sont maintenant au clair. Je pense qu'au contraire, M. Fergus, comme tout président de la Chambre des communes, a besoin de faire un travail qui est difficile, surtout dans le contexte très polarisant que l'on vit depuis quelques semaines. C'est un travail exigeant, important, et on va continuer à être là pour l'aider. Savez-vous si c'est l'acharnement des conservateurs de présenter cette motion? Si c'est pas de sa faute, si c'est le Parti libéral qui s'est excusé? C'est aux conservateurs d'expliquer pourquoi ils font ça. Évidemment, M. Poilievre avait été un peu fâché parce qu'il a été expulsé il y a quelques semaines, parce qu'il avait refusé de s'excuser à plusieurs reprises, mais c'est le devoir d'un président de s'assurer qu'il y a du décorum dans la Chambre des communes. Les Canadiens ont besoin de voir que les gens se respectent ici à Ottawa, comme les gens se respectent partout au pays. Just in English on Greg Fergus, please. Do you support Greg Fergus staying on as Speaker? And I why? certainly support Greg Fergus, and more importantly is for MPs in the House of Commons to determine who their Speaker should be. Having said that, Mr. Fergus made the situation very clear, and I think he still has the confidence of the majority of MPs in the House. Only half of, like, the Bloc and the Conservatives that want to see him go. So is it not problematic that two of the four main parties in the House are not in support of the current Speaker? Well, it's all right for MPs to have the different views on the Speaker. At the end, it's the majority of MPs that decide who the Speaker should be. Thank Merci. you. Absolument, 100%. Écoutez, c'était une erreur de bonne foi. Le parti l'a admis. Je pense qu'on passe à autre chose. Merci. Pardon? Il y en a, je pense qu'on peut dire qu'il y a... Écoutez, le plein, il y en a... Ça c'est pas une erreur de bonne foi. C'est pas lui, c'est le parti qui a admis qu'il avait fait une erreur. Ça n'a rien à voir avec Craig. He was elected, and he's a good speaker. And if we're looking for someone who everyone would agree on in this parliament, with the type of attitude by some members, it's impossible. I think he's a great speaker, and he has my full confidence. Je pense qu'il y a quelqu'un, je ne veux pas le nommer ici, qui a parlé d'acharnement. Je pense que c'est un terme qui est très juste. Merci. Qu'est-ce que vous trouvez d'inadmissible dans le rapport d'NCR? J'ai regardé le rapport brièvement. Alors, des éléments que je trouve inadmissibles, je ne veux pas me prononcer. Moi, je suis d'accord avec les conclusions de l'agence. Je sais que ce sont des circonstances qui existaient depuis un bon bout de temps. Mais même l'agence dit que c'était inadmissible, donc vous êtes d'accord qu'il y a des choses qui étaient inadmissibles? Moi, je suis d'accord qu'on peut toujours améliorer le partage de renseignements, la compréhension, que ce soit des élus ou des hauts fonctionnaires, sur qu'est-ce qui est un élément de renseignement important et comment l'analyser et le partager. Alors moi, j'accepte totalement l'idée qu'on devra continuer de travailler sur les meilleures pratiques. Je dois aussi dire que depuis déjà 2 ans, il y a énormément de progrès en termes de pouvoir vérifier qui a reçu tel élément de tel renseignement. Moi, je regarde moi-même. La faute, si ça fonctionnait mal, c'est à qui la faute? Mais écoutez, c'est un élément et des circonstances qui évoluent dans des pays de l'Occident. C'est des discussions que j'ai avec les ministres des pays des 5, comment bien gérer, encadrer, comprendre ces instances d'ingérence. Ce n'est pas unique au Canada, mais moi j'accepte qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup de choses qui ont été ajustées et améliorées, mais on va étudier le rapport et s'assurer que les recommandations sont bien mises en place. Moi, j'ai beaucoup de confiance dans le travail de l'Agence de services de renseignement de sécurité, dans M. Vigneault et ses collègues, mais j'accepte qu'on peut toujours trouver des meilleures pratiques. Minister, on the legislation, on the NSIA. Not tracked and then not released by the National Security Advisor. How is that able to happen? Well, I can't speak for different people that may have seen a few years ago different pieces of intelligence and who may not work for the government now. So I want to be careful. I am responsible for working with CSIS
the intelligence community, the RCMP now. I have a lot of confidence in the work they're doing. I have a lot of confidence in the improvements that have been made. So everyone's reading everything now? I think there has been a lot of improvement over the last number of years. The Prime Minister directed a year and a half ago that there be a broader sharing of intelligence information with ministers responsible. And I have noticed myself the extent to which different pieces of intelligence are tracked in terms of who saw what when. So those improvements have been largely in place for some time. But we're certainly happy to look at the report, obviously, in detail and ensure that the recommendations are enacted. Why wasn't it legislated? I think it's also important to note that the decision to create the HUG Commission is an important part of this process as well. The fact that we've agreed with opposition parties to set up a judicial inquiry that will make very specific recommendations on steps that can be undertaken to improve many of the issues identified in NCIRA's report, I think will be an important moment. So their report at the end of December will also be an opportunity to ensure that we have all of these elements in place. Why wasn't the NSIA rule legislated? You had this report since March. You tabled legislation only a few weeks ago to overhaul CSIS and other intelligence gathering related to foreign interference. So why wasn't the NSIA rule legislated through that, or will you not do that? Again, there's been no decision made on that particular issue. That would not be that would not be a decision that I would make. I'm not responsible for legislation governing a senior official at the Privy Council office. I'm focused on working with CSIS and the NSIA, in whom I also have a lot of confidence and work well with. But machinery of government decisions aren't things that I spend a lot of time on. But so can you just clarify, though, you're the minister responsible. Mais les rapports ne sont jamais sur des tablettes. Voyons donc, Christian, vous m'apprenez quelque chose qui m'apparaît comme complètement déraisonnable. On a l'impression que vous avez le rapport depuis longtemps. Il y a des choses que vous auriez pu faire, puis vous ne les avez pas faites. Non, mais j'ai dit, je ne veux pas être en désaccord avec vous, c'est sûr, mais on a déjà mis sur pied et en place beaucoup de mesures pour améliorer. Cependant, moi, je reconnais, en termes de partage de renseignements, en termes de comprendre qu'est-ce qui s'agit d'un élément de renseignement, si vous voulez, qui n'a pas été analysé, qui n'a pas été contre-vérifié. Moi-même, ma compréhension a beaucoup évolué depuis les 8 ou 10 derniers mois en termes de comprendre les différents éléments. Moi, je pense que le rapport de l'agence va s'encadrer très bien avec un travail qui a été fait par le comité de parlementaires. Et en même temps, comme j'ai dit en anglais il y a quelques moments, la commission HUG, pour nous, est un moment important de recevoir et de comprendre des recommandations d'une commission judiciaire qui aurait étudié beaucoup de ces éléments en profondeur. Et comme vous savez très bien, le rapport de la commission HUG arrive en décembre de cette année. Alors, ce sera pour nous un document. I'm sorry? Did you receive a presentation in Cabinet from Mark Miller on regularization I today? give full points in trying to figure out what was on the Cabinet agenda, but I don't think I want to get fired from the government for answering that question. Can you please clarify on Cabinet competence? On Cabinet competence. Ça va bien? Oui. Ça fait plaisir. Vous insistez sur ce qui a déjà été fait. Depuis 2 ans, vous dites on a fait beaucoup de choses. Et on peut en faire d'autres, je suis d'accord. Et rapport après rapport, ce n'est pas suffisant. Vous parlez du rapport de la commissaire Hogg, il y aura le rapport final, il y a ce rapport. Il dit que ce n'est pas suffisant. Donc, il reste peu de temps, il reste moins de 2 ans avant la prochaine élection. Alors, comment les gens qui écoutent cela peuvent avoir confiance que assez sera fait pour la prochaine élection? Bien, moi, j'ai pleine confiance qu'on aura en mesure, avant les prochaines élections, tous les éléments nécessaires. J'étais extrêmement rassuré de mes conversations avec le député conservateur Michael Chong, que je connais depuis qu'on était camarades de classe à l'Université de Toronto ensemble, il y a déjà au-delà de 35 ans. Michael Chong m'en a parlé la semaine passée et encore hier, et il a écrit et rendu public une offre, par exemple, de travailler avec nous sur l'adoption
d'un projet de loi que nous avons devant le Parlement pour contrer l'ingérence étrangère. On n'a pas parlé de ça, je sais que ça vous intéresse énormément, mais pour moi, c'est un élément essentiel si vous voulez trouver un élément très concret et je pense assez majeur en termes d'impact. C'est la première fois depuis 40 ans qu'on aurait modernisé la loi sur le renseignement, le service de renseignement, et pour aider les institutions canadiennes à contrer l'ingérence étrangère. Alors, le fait que l'opposition officielle veut travailler avec nous afin d'adopter, peut-être renforcer, j'ai dit à Michael Chong, on est tout à fait ouvert à des amendements qui vont renforcer le projet de loi, mais si on peut se donner une petite mission d'adopter le plus vite possible un projet de loi pour contrer l'ingérence étrangère, un projet de loi majeur avec l'appui de l'opposition officielle. Je trouve ça tout à fait encourageant et ça va peut-être aller exactement où vous avez souhaité y aller en termes de rassurer les Canadiens, comme vous avez si bien posé la question. Bonne journée, merci beaucoup. Madame Martinez, vous avez peut-être vu le rapport sur les services de renseignement. À quel point est-ce que ça vous préoccupe, alors que vous êtes la directrice de campagne libérale, sur la façon dont les services de renseignement ont géré les élections et l'ingérence étrangère dans le passé, puis le travail qu'il faut faire pour améliorer tout ça? Il y a une responsabilité. C'est bien évident qu'il y a une responsabilité parce que c'est une responsabilité qui doit donner confiance aux Canadiens que notre système fonctionne, que notre système est sécuritaire, puis que nos institutions démocratiques sont protégées. Alors, moi, je m'attends à ce qu'effectivement, les Canadiens soient mieux informés de la façon dont toute l'information est transmise au gouvernement, aux députés, mais il est bien évident qu'il ne faut pas aller vers une crise de confiance. Et donc, il faut renforcer la confiance. Quand on parle de lacunes inacceptables, quel message vous avez envoyé, vous, aux agents du GRCRS et à la... Bien, vous êtes bien au courant, M. Hanel, que ce n'est pas moi qui gère les services de sécurité. Non, mais vous gérez les campagnes. Là. Tout à fait. Mais c'est bien évident qu'au niveau de la campagne, on va s'attendre à ce que, encore une fois, que les Canadiens soient rassurés de la façon dont on est informés pour qu'on puisse réagir au moment que les choses se passent. Est-ce que c'est acceptable? En Ontario, on a entendu que M. Ford voudrait devancer l'élection provinciale pour devancer à Ottawa parce qu'on a peur de l'élection de M. Poilievre. Quel genre de réflexion ça éveille chez vous? C'est pour moi qui gère la campagne en province d'Ontario, alors je vais le laisser gérer la campagne. L'ingérence, qu'est-ce qui va changer dans votre façon de vous organiser pour diminuer les risques d'ingérence? On l'a vu là, avec des nominations d'Andong, par exemple. C'est là le nœud du problème. Puis, le Parti libéral ne va rien changer, en fait. Alors... Bien, en fait, il faut savoir qu'un parti politique comme le Parti libéral, je peux pas voir les autres partis, le Parti libéral est constitué de ses membres, est constitué d'un règlement d'une constitution, et c'est pas à moi unilatéralement de changer la constitution du parti. Si les membres décident de renforcer la façon dont on va choisir nos candidats, ça sera à eux à le faire dans un congrès. Bill from Ontario, $357 million. Is that signed, sealed, and delivered from your end? Yes, we've got a little bit of administrative work internally to do to process the transfer of funding, but the agreement is something that we're very pleased to have been able to reach. And what's most important from my perspective is the obligations Ontario agreed to under the initial agreement will be met. We had some challenges getting there with the new affordable housing units that they had committed to, which we had very serious reservations would not actually be built. Those reservations have been addressed with the change in approach and reorientation of investments by the province. Yeah, what changed on the fourplex side? The province had reservations about the as-of-right rule. Is that still in there? So we're talking about separate agreements. So the agreement that we've been able to finalize today is the bilateral agreement under the National Housing Strategy, which transfers this year $357 million to Ontario in exchange for certain commitments to meeting an overall number of repairs to existing affordable housing, but importantly, adding new additional affordable housing stock as well. The challenge that led to this back and forth was the action plan Ontario initially submitted after a year extension only got them about 6% of the way there. They came back with a revised action plan that got them to 28% of where they ought to be. The new agreement, this is partway through the term of the agreement, I should say as well, puts them on par with most other provinces as to where they're at right now. Slightly ahead of BC, about the same as New Brunswick. PEI and Yukon are out in front of the pack right now, given the smaller number of units that they've had to build. But this puts Ontario in a place where they're going to be able to achieve the obligations that they agreed to at the outset,
They're doing it in essentially two ways. The first is to change the process by having the service managers set interim targets year over year so they can reliably predict where the houses are going to be and on what timeline. The second is that they're going to reorient some of the investments that come through the federal transfer towards new additional affordable housing units that will allow us to not just have a goal on paper but have funding behind it so they can make good on the obligations that were outlined in the original agreement. Okay, c'est tout. Merci. Mr. Ray, can I just get you quickly on the by-election results yesterday in Newfoundland and Labrador? Landslide for the PCs. How concerned are you about that this is something that can translate to the federal ridings and shows that your Liberals are in trouble? Well, you certainly, you listen to the vote. I'm still parsing through it, but, it was a big vote. Clearly there are some things that we're going to have to look at, and clearly some things that people aren't happy with. You've got an area that was really like everybody else, but affected by inflation and higher prices. So it's a rural riding. Some of those things are particular. Obviously it's provincial, but yeah, I'm taking a look at it very carefully too to see, how it reflects on us federally too. Yeah. So when you say taking a look at some things, like what? What do you think in Well, terms of... what were the issues? I'm looking forward to talking, getting an idea from the door knockers of what was. Is it not clear already? Do you think it's a Liberal brand issue with either provincial and federal? No, but people are sophisticated, even though sometimes, people understand provincial elections and federal elections. They understand that even when you have the same party, one is provincial, one is federal, they get that. So, you can, usually count on a provincial election. People are looking at provincial issues. But having said that, we work very closely, and there's no question that we make it a strength that we work closely with the provincial government, and that we are the same party in terms of name and values. And so, I gotta look at that very carefully and respect their voices and their votes. How worried are you when you consider that there was a Liberal there that is now taking out a PC membership to run for them? Yeah, that's when you just decide that I can't get involved in provincial politics or, exactly what happened there. But there's a lot to learn because ultimately they're the same voter. You worried? I am always concerned. Always. You always want to make sure that you reflect and you work hard on the values or the priorities of voters. So I'm looking at that very carefully. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Thanks. Appreciate it. On the agreement with the Winnebago Area Health Authority, where is the funding that was promised for the new health campus at Moose? So look, we have supported Ontario with billions of dollars of transfers to improve health for all Ontarians, and we'll continue to help them in meeting those responsibilities. My team is working closely with Ontario right now to ensure that the hospital gets built. So are you saying, though, Minister, that Ontario has funding from the federal government that should be handed over to the project? What I'm saying is we see a pattern of behavior whereby Ontario defers to the federal government when we're talking about the health of Indigenous peoples. In fact, that is something that we've worked really closely with provinces and territories to change. Indigenous peoples in Ontario deserve the same quality of care as everyone else. What about the